Je vous présente tout de suite mes invités. Hervé Baron, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur des ressources humaines de McDo. À vos côtés, Bénédicte Bost, bonjour. Bienvenue à vous aussi. Directrice de l'engagement social et responsable de M Lyon. Et Frédéric Benet, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur général de Page Group. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Je commence avec quelques chiffres concernant McDonald's France. C'est 42 ans de présence en France, plus de 1500 restaurants répartis dans 1140 communes et plus de 75 000 salariés sous enseigne. Exact. Majoritairement en CDI, c'est ça ? Très majoritairement en CDI, un peu plus de 80%. Oui. Et surtout beaucoup de jeunes. Ça veut dire quoi ? C'est quoi la moyenne d'âge à peu près des Dans un salariés restaurant, McDo ? entre 24 et 25 ans. Oui, effectivement, c'est très jeune. Votre stratégie RSE, on va en dire quelques mots, puisqu'on est au cœur de la thématique de l'émission. Logiquement, elle porte d'abord sur la filière agroalimentaire. Par exemple, si on prend l'exemple du bio, qu'est-ce que vous faites pour promouvoir le bio ? Alors, il y a tous nos engagements auprès des filières agricoles. Près de 80% de nos acquisitions de produits sont en filière agricole française, que blé, pommes de terre, salade, poulet, bœuf. Et donc, on promeut notamment avec le Happy Meal pour les enfants, ces produits bio qui sont un complément indispensable à la gamme et qui correspondent à une attente aujourd'hui de plus en plus de nos consommateurs, mais aussi de nos équipes qui sont très engagées, qui aiment porter ces produits, qui se considèrent un peu comme une génération entre guillemets climatique et qui à la fois sont très engagés sur ce que l'enseigne fait en la matière et nous poussent un peu à aller encore plus loin, probablement plus vite, et toujours avec cette idée que c'est pour eux une fierté de répondre aux attentes de leurs copains, qui sont aussi leurs clients. Oui. Mais comment ça se passe avec un partenaire ? Par exemple, j'ai vu que sur les pommes, vous avez aujourd'hui des pommes certifiées à haute valeur environnementale. Donc ça suppose quoi ? De trouver le partenaire ou de faire travailler un partenaire qui est déjà le vôtre dans cette direction-là ? Comment ça se passe ? Alors, c'est les deux. C'est évidemment à partir de tous nos partenariats de longue date, de contractualisation depuis de nombreuses années. C'est de les aider et de les faire travailler sur ces directions-là, mais aussi d'écouter ceux qui ont des propositions à nous faire en la matière. Mais c'est vraiment les deux. C'est aller plus loin avec nos partenaires actuels et aussi entendre ce qui se fait, ce qui se produit, ce qui est possible de faire. Bénédicte Bost, la RSE, c'est vraiment devenu un pilier de la stratégie de M Lyon. Pourquoi ? Oui, complètement. En fait, on voit que dans l'enseignement supérieur, la responsabilité est extrêmement forte, puisqu'on forme des dirigeants, futurs dirigeants, qui, eux, vont devoir gérer toute la complexité du monde, d'un point de vue environnemental, mais aussi social. Donc c'est de notre rôle de se saisir de ces sujets-là et d'irriguer l'ensemble de nos enseignements avec des apports de compétences, des savoirs, qui vont leur permettre de comprendre cet environnement très complexe, mais aussi d'agir. Mais ça veut dire que vous avez fait modifier vraiment profondément le contenu pédagogique que vous proposez ? Complètement. En fait, on a opéré un changement structurel de l'organisation, puisque nous sommes passés société à mission l'année dernière. Donc c'est un statut qui est extrêmement engageant d'un point de vue global, stratégique, puisqu'il s'agit d'une forme de boussole qui guide toute la stratégie. On va regarder à la fois toute la pédagogie, on va regarder nos travaux de recherche, on regarde la RSE, mais pas que des enjeux socio-environnementaux, et on va regarder aussi notre fonctionnement, puisqu'on a quand même une logique d'exemplarité en la matière. Alors restons sur la pédagogie pour commencer, parce que en préparant l'émission, vous me disiez c'est presque 80% du contenu pédagogique qui a été modifié, c'est ça ? Tout à fait. Depuis plus d'un an, on a opéré une revue de l'ensemble de nos cours, de l'ensemble de nos formations, avec une méthode que l'on a créée qui s'appelle SDGs Inside, où on va revoir l'ensemble de notre gamme de formation à l'aune des ODD. Donc ce sont les objectifs de développement durable. On regarde ça, donc on regarde des ODD et des compétences RSE dont nos apprenants doivent se saisir. Vous avez croisé tout ça, quoi. On a croisé tout ça pour revoir tous nos cours. Donc là, on a opéré un changement à hauteur de 80%. L'objectif, c'est que l'année prochaine, 100% de nos cours auront été revus. Mais ça veut dire qu'il y a des cours spécifiques qui portent, par exemple, sur le climat Tout à fait. Alors, on a des cours d'éthique, de finances durables, de
supply chain, de green supply chain par exemple. On va faire évoluer ces cours-là et on va aussi faire évoluer les cours dits classiques au regard justement de ces enjeux-là. Donc en fonction des cours, on va mettre de la diversité, on va mettre de l'environnemental, on va mettre de la responsabilité, de l'éthique, toujours, c'est extrêmement important. Donc voilà, on est sur ces mouvements systémiques, puisque de toute façon, le sujet de l'environnement et du développement durable, c'est un enjeu systémique. Ouais. Frédéric Bonnet, le Page Group publie chaque année une étude des rémunérations. Celle de 2023 vient de sortir. Elle passe au crible 800 métiers, 24 secteurs. Je disais en titre, je parlais de cette pénurie de main-d'œuvre. La première leçon, c'est que ça devrait continuer. Qu'est-ce que vous ressortez sur ce thème-là ? Alors en termes de pénurie de main-d'œuvre, oui, c'est assez paradoxal quand on voit les chiffres de croissance qui vont plutôt à la baisse. Généralement, l'emploi suit les mêmes courbes. Cette année, parce que parlons de cette année, c'est vrai que le retournement a eu lieu en cours d'année avec l'inflation. Pour l'instant, on n'a pas de retournement sur le plan de l'emploi. Il y a toujours autant d'offres non pourvues. Je pense que c'est lié à effectivement une grande mobilité. Alors on a parlé de grandes démissions aux États-Unis. En France, c'est un peu moins le cas. On parle plutôt d'une grande mobilité, c'est-à-dire qu'après la pandémie, beaucoup d'employés, de salariés ont voulu changer un petit peu d'air, peut-être être plus en phase avec justement des engagements RSE qu'ils n'avaient pas dans leur entreprise, ou une organisation du travail aussi qui a été complètement bouleversée par la crise Covid et qui a été plus ou moins bien organisée selon les entreprises. Et donc, un certain nombre de salariés ont fait leur marché et aujourd'hui, c'est eux qui ont la main, encore à l'heure où on se parle. Maintenant, très compliqué de prédire ce qui se passera en 2023. Bien sûr. Et alors, dans ce contexte-là, là, on est au cœur du thème de ce hors-série de Smart Impact. À quel point la RSE devient un critère dans le choix, finalement, des entreprises par ses talents, ses futurs salariés ? Alors, c'est d'abord les candidats qui nous challenge sur les engagements RSE de nos clients, qui sont les entreprises qui recrutent. Et c'est vrai que de plus en plus de candidats sont sensibles à la marque employeur, à la marque employeur des entreprises, de notre entreprise et des entreprises pour lesquelles on travaille. Et on sent bien que c'est une préoccupation chez beaucoup de DRH de effectivement améliorer sa marque employeur sur tous les engagements RSE. Mais attention au greenwashing, attention à un certain nombre de... Ça, on va l'évoquer, ça peut y avoir un effet boomerang. Il peut y avoir un effet boomerang. On est bien d'accord. Les valeurs sont en phase avec les actions et vice-versa. Je voyais ce chiffre dans l'une des études que vous avez menées, c'était avec AXA Climate, le Lab RH et donc Page Group. 40% des millennials ont déjà choisi un emploi dans une entreprise parce que celle-ci agissait plus pour l'environnement que ses concurrents. C'est beaucoup quand même, 40%. C'est beaucoup et on a fait aussi une autre étude avec l'IFOP où en gros 75% des DRH, on en a interrogé 500, considèrent qu'effectivement les engagements RSE sont un élément de compétitivité, d'avantage concurrentiel pour être exact, mais aussi évidemment un levier de marque employeur. Donc c'est vraiment en phase avec ce qu'attendent les candidats. Donc il y a une vraie prise de conscience aussi dans les entreprises. Qu'il faut s'engager. Est-ce que vous le ressentez, vous, Hervé Baron parce que McDo, il y a quand même, vous nous l'avez dit, 75 000 salariés sous enseigne, c'est des jeunes, ça tourne pas mal aussi parce qu'ils sont étudiants, et voilà. Donc il y a beaucoup d'étudiants. Des étudiants, on dit, ils veulent être cohérents avec leur engagement, les études qu'ils choisissent, les entreprises dans lesquelles ils bossent. Est-ce qu'ils vous l'expriment, ça ? Très clairement. Très clairement. Et c'est une génération qui n'a pas tellement confiance dans les institutions, qui ne croit pas vraiment au message corporate, classique, etc. Et qui veut que ce qui se passe au quotidien soit le reflet de ce qu'on dit et vraiment qui recherche, entre guillemets, cette congruence permanente. Et nous, ils ont la chance, dans nos restaurants, d'avoir dans leur équipe un référent EcoProgress qui leur montre toutes les avancées au quotidien sur la sobriété énergétique.
Il voit l'arrêt des bouteilles en plastique et la suppression des jouets en plastique et le changement vers plus d'utilisation de plastique. Donc des produits à usage unique qui sont en papier, en bois, en carton, moulés, issus de filières durables. Il voit, vous en parliez tout à l'heure, du bio, les engagements vis-à-vis de la filière agricole. C'est ça qu'ils veulent, c'est que ce qu'on dit correspond à ce qu'on fait. Et ils le voient tous les jours. Ils ont la chance de le voir dans nos restaurants de Douarnenez à Nice ou de Tarbes à Strasbourg. Et c'est ça qui les... Je ne sais pas si ça les fait vraiment venir aujourd'hui. En tout cas, c'est ça qui leur donne envie de rester et de s'engager encore plus sur le tri sélectif qui est pour eux une charge. Ils sont extrêmement engagés là-dessus. Ouais. Nous, on le voit comme un process opérationnel. Eux le voient comme un engagement. Mais est-ce qu'ils vous comparent avec vos concurrents en la matière? Parce que c'est ce qu'on dit, le chiffre que je donnais, choisir un emploi en fonction de l'engagement RSE ou de l'engagement environnemental. Je ne sais pas s'ils nous comparent exactement avec un concurrent dans notre domaine exact de la restauration rapide, par exemple. Ouais. Mais en tout cas, ils comparent les métiers entre eux. Il y a des métiers vers lesquels ils vont parce qu'ils voient des choses et ils font confiance aux entreprises pour agir. Ouais. Et d'autres, à tort ou à raison, je ne me prononcerai pas, où ils se disent non, je n'irai pas vers cette filière-là pour telle et telle raison non environnementale, en fait. Ouais. Alors, c'est intéressant, cette pression, finalement, dont vous parlez, qui est celle que vous ressentez également à l'EM Lyon. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire que ce sont vos étudiants ou même vos anciens élèves qui vous poussent un peu dans cette direction? Ah oui, complètement. Alors, on voit que les étudiants, en fait, ont mené déjà des opérations de manifestation d'engagement, puisque si on regarde le mouvement pour un réveil écologique, qui a sorti un manifeste en 2018 qui avait fait grand bruit, incitait très fortement, peut-être était assez très, très engagé. Oui, c'était assez virulent, quoi. Ah, mais oui, clairement. Et en fait, ils ont fait bouger les écoles et ils les incitaient à s'engager concrètement. Alors, c'est ce que vous évoquez, c'est de prendre des mesures concrètes, les mesurer le progrès aussi qu'on peut faire dans le temps, parce que l'idée, c'est ça, c'est pas uniquement d'annoncer qu'on est responsable, qu'on trie, etc. C'est absolument pas suffisant. Et il faut qu'il y ait une forme d'alignement. Donc, d'alignement, on parlait de la formation tout à l'heure. On s'aligne dans les formations qu'on peut dispenser. On va s'aligner dans les actions qu'on va mener. Aujourd'hui, tous nos campus sont passés en zéro plastique à usage unique. On mène des actions évidemment de réduction de nos consommations énergétiques. On mène un plan de sobriété numérique aussi. On a fait notre bilan carbone et on est en train de regarder tous les sujets liés aux mobilités des étudiants. Donc ça va très loin en fait, tous les sujets sur lesquels on doit intervenir. Et c'est ce qui donne confiance aux étudiants pour rentrer dans une école comme la nôtre. Et c'est aussi, allez-y. On évoquait le fait de la comparaison par rapport aux concurrents. Nos étudiants regardent les écoles aussi. Mais alors, est-ce qu'il y a un classement des grandes écoles? Est-ce que le classement des grandes écoles tient compte de ça? Alors, de plus en plus. Auparavant, on en parlait tout à l'heure, que les classements regardent beaucoup les salaires de sortie. Oui. Maintenant, les classeurs viennent de plus en plus sur les sujets RSE. Donc, ils viennent regarder le niveau d'engagement, le nombre d'enseignements aussi. Ça, c'est évidemment la base de notre métier. Et donc, voilà, les classeurs vont de plus en plus là-dessus. On a un nouveau classement qui est sorti, je crois, l'année dernière, c'est les EcoStart avec Change Now, qui viennent regarder les écoles les plus engagées. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que des acteurs centraux sur ces sujets-là viennent aussi nous chercher là-dessus. Si on parle de salaire, ça reste quand même le premier, on va dire, le premier levier pour choisir une entreprise ou pas? Oui. Oui, bien sûr. Non, mais c'est. Faut être honnête. Oui, c'est pas le seul. En tout cas, c'est plus le seul et à offre égale. Évidemment, je pense que le deuxième critère, ça va être quand même l'engagement, le métier, le secteur dans lequel intervient l'entreprise. Mais le salaire, oui, c'est surtout en ce moment avec l'inflation. Malheureusement, l'inflation ne va pas forcément aider le développement sur certains sujets d'engagement sociaux à l'intérieur des entreprises, mais en même temps va nous aider vers la sobriété énergétique. Donc c'est l'un compense l'autre. Et puis, j'aurais tendance à dire aussi que le salaire c'est une chose, mais on a aussi un rôle en tant qu'école et puis en tant que dirigeant d'entreprise de faire prendre conscience à ces jeunes-là, futurs dirigeants, qu'il n'y a pas d'incompatibilité nécessaire entre la rentabilité, l'efficacité et la responsabilité. Et là c'est tout l'enjeu, nous, notre mission dont on s'est doté, c'est de croiser ces éléments qui peuvent être assez contradictoires a priori et au contraire de
leur faire appréhender quelles sont les solutions qui peuvent être rentables, qui peuvent être soutenables à tout niveau, d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental. Vraiment, je confirme et j'appuie, puisque depuis maintenant un peu plus de 2 ans, on a la chance d'être en partenariat pour un parcours de formation, de développement de nos franchisés avec EM Lyon. Et cet alignement entre ce que nos dirigeants apprennent, voient avec les équipes pédagogiques de EM Lyon et de ce qu'on fait en restaurant est extrêmement important, parce que ça montre que de l'équipier à la tête de l'entreprise et de l'enseigne, on a les mêmes messages et pas que le message, la même réalité opérationnelle, on agit, on fait concrètement. Et ça attire beaucoup les candidats. Oui, le salaire est extrêmement important, mais ils nous parlent de plus en plus de ce qu'on fait, de dans quelles conditions ils vont travailler, quelle est la vie d'équipe. Voilà, leur quotidien leur importe tout autant que la rémunération, sans mettre sous le boisseau la rémunération en disant c'est pas un sujet, c'en est un, mais il parle de plus en plus de beaucoup d'autres choses. C'est pas suffisant. En tout cas, la rémunération reste un sujet pour vivre décemment, tout simplement. Claire. Mais c'est clair que c'est pas suffisant pour attirer et surtout retenir. Les collaborateurs. Et les nouveaux métiers directement liés à la transition environnementale ou sociétale, vous les voyez se développer aussi? Alors, vous voyez la demande se renforcer? Oui, c'est clair que ça va être exponentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu au démarrage. Aujourd'hui, la plupart des recrutements liés au métier propres de la RSE sont plutôt en cabinet de conseil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises vont plutôt se tourner vers des cabinets de conseil pour aider à se structurer, même s'il y a des directions de la RSE, etc. Mais on voit bien qu'en interne dans les entreprises, la RSE, de toute façon, c'est un enjeu qui est global. Donc il faut déjà que ça parte de la direction générale et c'est pour ça que on forme les dirigeants pour ensuite irriguer dans toutes les fonctions de l'entreprise. Mais il y a toujours des petits combats. Est-ce que c'est le DRH? Est-ce que c'est le DAF? Où est-ce qu'on doit loger certaines parties de la RSE? C'est vrai que dans les entreprises, c'est pas toujours très clair. Certaines sont assez matures, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de postes de consultants en RSE aujourd'hui dans les grands cabinets de conseil. Et puis petit à petit, ça va s'internaliser et des métiers nouveaux liés vraiment à la RSE vont émerger dans les prochaines années. Il y a tous les métiers qui sont liés à la transition énergétique. Pour exemple, nous, on a un master spécialisé de la transition énergétique qu'on fait en partenariat avec une école d'ingénieurs, l'ECAM, et ça nous permet en fait de former justement ces futurs dirigeants avec des compétences à la fois techniques et des compétences de management et cette capacité à emmener leur entreprise vers des plans de transition. Et puis on va peut-être voir fleurir les ambassadeurs de la sobriété énergétique. Finalement, vous les avez déjà, ce que vous oui, les référents EcoProgress travaillent aussi bien sur la transformation de nos huiles de cuisson en biocarburant pour nos camions de livraison que sur les sujets de sobriété énergétique, sur les climatisations, les machines à laver, les frites, etc. Et c'est, alors j'allais dire des petits actes quotidiens. Non, ce sont des actes concrets au quotidien qui engagent les équipes. Et ça, c'est des messages très très forts, bien au-delà les messages corporate, tout ce que vous pouvez voir sur les sites de tous les grands groupes aujourd'hui. Il n'y a pas de greenwashing, il y a de la réalité, et c'est ça qui fait l'attraction et la rétention et l'engagement des équipes. Et je reste avec vous, Hervé Baron, en matière de recrutement, d'attractivité. Il y a évidemment la question de la parité femmes-hommes, du fameux plafond de verre. Vous avez signé l'an dernier la charte Jamais sans elle et la charte éditée par ONU Femmes en France. Ça se traduit comment, si on essaie d'être très concret, par quelles actions? Très concrètement, alors on a par nature chez McDonald's depuis toujours un recrutement extrêmement inclusif sur tous les sujets d'égalité, d'équité, d'égalité des chances, de diversité. Et plus de la moitié de nos managers en restaurant sont des femmes. Ouais, j'avais vu 53% du personnel d'encadrement féminin. Donc, ne peut pas dire mieux que ça. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est quoi? Est-ce qu'il faut une politique volontariste ou est-ce que finalement il n'y a pas besoin? Enfin, c'est relativement naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des entreprises qui étaient très masculines dans les niveaux hiérarchiques et qui ont été obligées d'être vraiment volontaristes pour faire changer les choses. Il faut forcément être volontariste pour s'assurer de cette équité-là, de cette culture-là.
Mais volontariste ne veut pas dire renverser la table ou changer radicalement. C'est s'assurer que, et c'est, je trouve, beaucoup donné par l'exemple, par le quotidien, dans la vie de nos managers, de nos encadrants, l'occasion de les faire témoigner de ce que ça se passe bien, de ce qu'elles sont heureuses comme ça, qu'elles sont engagées, et ça donne envie. Et ça crée naturellement un flux assez équilibré de candidatures entre garçons et filles. Tiens, l'index de l'égalité homme-femme, il est regardé par les candidats, par les talents avant d'aller dans l'entreprise. Si on fait un peu la liste des critères, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça fait partie des critères. Je pense que ce qui est très regardé, c'est la politique de diversité et d'inclusion au sens large. Ouais. Donc l'égalité homme-femme en fait partie. Effectivement, McDonald's sur tout ce qui est égalité des chances est aussi très en avance, mais c'est vraiment pas le cas de toutes les entreprises. Et donc il y a beaucoup de travail encore à faire là-dessus. Et là aussi, toujours dans l'étude faite avec l'IFOP, on s'est aperçu que les DRH interrogés, avant la crise, étaient 40% à avoir réellement mené des actions concrètes dans leur entreprise sur la diversité et l'inclusion. Après le Covid, donc à partir de 2021-2022, 76%. Donc il y a vraiment une accélération de la prise de conscience autour des enjeux RSE, la diversité et l'inclusion en fait partie, qu'il faut mener des actions concrètes pour mieux représenter la société finalement autour de ces sujets de diversité et inclusion qui sont nombreux. On parle beaucoup aussi du handicap, etc. Il y a de nombreux sujets. Ouais, je voudrais qu'on parle de la loi Pacte, de la raison d'être et des sociétés à mission. Alors, vous l'avez évoqué rapidement, Bénédicte Boss, le M Lyon est devenu une entreprise à mission l'an dernier, 2021. Déjà, qu'est-ce que ça représente? C'est combien de mois de travail? C'est qui est associé? Comment ça s'est passé? Alors, ça a été un travail sur une dizaine de mois pour élaborer la mission. On a réuni l'ensemble de nos parties prenantes, à la fois notre gouvernance, à la fois notre comité de direction, nos étudiants, nos diplômés, évidemment, puisque voilà, dans une école comme la nôtre, on a un réseau de diplômés qui est extrêmement important. Et ils font aussi ce que notre école doit être. Donc on les a consultés et on a réussi de manière très collégiale et itérative à créer une raison d'être qui nous ressemble, qui est, comme je vous l'évoquais, de former des futurs dirigeants à être en conscience environnementale, à prendre tous ces sujets de gestion environnementale, sociale, pour le bien de la planète. Et ça passe notamment, alors on ne peut pas tout détailler, on rappelle le principe, c'est d'inscrire des objectifs dans les statuts de l'entreprise, en matière de pédagogie, vous en avez parlé, et puis de les vérifier année après année et de voir le progrès. Mais puisqu'on parlait de discrimination, de lutte contre les inégalités, etc., vous voulez augmenter le nombre d'étudiants boursiers. Vous en êtes à 17%, ça c'était le chiffre 2020, c'est quoi l'objectif? L'objectif est à 30% en 2025. Ouais. On a déjà augmenté ce chiffre cette année, on doit être à un peu plus de 20% déjà. Donc on a mené des actions et notamment une action de bourse extrêmement importante puisqu'aujourd'hui les boursiers échelon 7, donc qui sont des étudiants qui sont les plus en difficulté financière, ont un accès gratuit à l'école. Donc on finance leurs études et on le fait de manière dégressive pour les autres étudiants boursiers. Donc voilà, ça c'est des actions extrêmement concrètes qui ont un impact très fort, qui permet à ces étudiants de nous rejoindre. Et on accompagne aussi nos étudiants boursiers par des actions de mentorat, de tutorat, un peu plus fortes que ce qu'on pourrait faire pour d'autres étudiants qui ont déjà les réseaux et puis certains codes aussi pour pouvoir évoluer par la suite. Hervé Baron, est-ce que McDo pourrait s'engager sur ce chemin des entreprises à mission? Est-ce que ça fait partie des éventualités? Parce qu'on parle de marque employeur finalement dans cette émission et on voit que ça y participe. Sur le cadre juridique, je ne sais pas. Ouais. En pratique, et depuis très longtemps, oui, avec les valeurs de service, d'inclusion, de communauté, de famille et d'intégrité de McDonald's. Et puis, par la réalité au quotidien, nous sommes une opportunité d'emploi pour 40 000 étudiants par an, 40-45 000. Nous donnons une chance à plein de jeunes qui sortent de l'école et du parcours scolaire un peu cabossé, qui n'ont pas la chance de pouvoir faire des études dites supérieures. On leur offre la possibilité d'avoir des diplômes. On les fait grandir, on les forme du premier jour. On a 5000 formateurs dans nos restaurants. On forme
un peu plus de 6000 managers avec le centre de formation à Guyancourt. Donc ça veut dire que c'est Donc on est vraiment dans quoi, l'accompagnement et c'est ça, c'est notre mission. Mais ça peut être quelqu'un qui rentre en se disant je vais bosser chez McDo pendant quelques mois ou une ou 2 années pour financer mes études et qui finalement reste, quoi. Et c'est très vrai ce que vous dites, parce que je connais pas grand monde qui pousse la porte d'un McDo en disant j'y rentre pour cet été, je vais y faire carrière. Ouais. Et pourtant, 25% des équipes du siège sont issues des restaurants et 90% de nos directrices et directeurs de restaurants ont commencé comme équipiers. Et je pense que c'est de notoriété publique que notre propre patron pour la France, Jacques Pignot, a démarré à 14 ans dans un restaurant comme équipier. Aujourd'hui, il est à la tête du deuxième pays de McDonald's dans le monde en termes de résultats. Donc c'est ça, McDo. C'est un escalier social pour tous, tous les jours. Et comme vous le disiez, il n'y a pas de discours, c'est du concret. Chacun sait qu'il a une opportunité d'être formé et de grandir et de progresser chez McDo. Je reste sur la thématique des entreprises à mission. On l'a évoqué tout à l'heure, le risque de l'effet boomerang, c'est-à-dire attention au greenwashing ou au purpose washing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des objectifs qui soient concrets, qui soient palpables, mesurables? Oui, c'est ce qui a déjà été un peu dit. C'est sûr qu'il faut des actions. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'impact des réseaux sociaux, etc. En tout cas, les candidats, les jeunes, les moins jeunes, peuvent trouver de l'information assez facilement, beaucoup plus qu'avant. Et donc, on ne peut pas leur raconter n'importe quoi. Sur les réseaux sociaux, il y a des groupes qui existent pour parler de telle ou telle entreprise. Alors, il faut se méfier aussi des malveillants, mais en tout cas, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui pour connaître la réalité en fait, d'une entreprise. Et les candidats ont envie de savoir et recherchent et font ce travail-là qu'ils ne faisaient peut-être pas avant parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc oui, il faut des actions concrètes et les mesurer dans le temps aussi, ça c'est super important. Alors, de pouvoir les mesurer dans le temps. C'est vrai que le statut société à mission, c'est un outil qui est quand même extrêmement puissant pour ça, puisqu'on vient mesurer des objectifs, on est audité par un organisme indépendant chaque année et on doit faire preuve de sa trajectoire, puisque quand on devient société à mission, l'idée c'est de ne pas forcément avoir tout révolutionné en une seule fois, c'est d'engager une trajectoire de transformation profonde. Et trajectoire qui est vraiment portée par une gouvernance avec des actions concrètes, comme on l'évoquait. Mais quelque part, les entreprises à mission aujourd'hui ne sont pas que dans l'engagement, dans la mission, dans le purpose, sont vraiment dans les actions et elles sont vraiment vérifiées. On n'est pas dans la compliance non plus. Donc elles sont vérifiées par les parties prenantes et si on n'atteint pas nos objectifs, on pourrait perdre ce statut de société à mission. Donc c'est un élément de preuve très concret pour les candidats, pour les étudiants, que les entreprises s'engagent pour le bien commun. Ouais. Et puis on parle d'éléments concrets. Vous avez 3 campus, c'est ça? Un à Lyon, un à Saint-Étienne et un à Paris. Donc vous l'avez un peu évoqué, mais c'est faire baisser le bilan carbone des locaux, des lieux aussi. Ça veut dire Tout ça, à fait. quoi. On a effectivement sur le bilan carbone, il y a toute la partie de consommation énergétique, de tri des déchets, enfin tous ces sujets-là sur lesquels on s'engage à faire évoluer nos pratiques. Donc là, on est en train de regarder justement quel pourcentage de réduction on veut se donner. On est en train de regarder une trajectoire de réduction qui sera en lien avec les accords de Paris. Voilà, donc qui sont vraiment dans une logique globale, puisque si on ne fonctionne pas globalement, ça ne fonctionnera pas sur le sujet de l'environnement. Donc on va déployer très concrètement, le changement de toutes les lampes des campus, le fait de réguler les consommations de chauffage. On va passer à 19 degrés sur tous nos campus en termes de chauffage. C'est aussi un enjeu de sobriété et on a une responsabilité aussi sur ces sujets-là. Un dernier mot, Hervé Baron. Quand on lance comme ça un chantier stratégique pour faire baisser le bilan carbone d'une entreprise, vous nous avez donné pas mal d'exemples. Au début, ça peut être relativement facile. Puis après, pour trouver d'autres leviers, c'est plus compliqué. Chaque marche est plus difficile à monter que la précédente. Oui, c'est ça. Mais ça passe par énormément d'engagement, d'actions concrètes, opérationnelles au quotidien. Et comme vous le disiez, pas par du greenwashing, du concret. Les candidats, les jeunes ont accès à l'information sans difficulté. Donc ce qu'ils veulent voir, c'est comment ça se passe réellement dans nos restaurants, par exemple. Vous parliez tout à l'heure du mentorat. On a une équipe de mentors de 500 personnes dans tous les métiers, que ce soit équipier, barista, hôtesse d'accueil, manager, comptable, RH, etc. pour que
justement, ce qu'on raconte soit la réalité et soit exprimé par celles et ceux qui le vivent tous les jours dans le réseau. Et c'est ça qui fait la réussite des démarches, c'est quand elles sont réelles et en conformité avec ce qui se passe. On termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce hors-série de Smart Impact consacré à la RSE comme vecteur d'attractivité, il fallait bien que je savonne à un moment, des entreprises. Merci à tous, à bientôt sur Bismart.